Bonjour, aujourd'hui nous souhaitions aborder le thème du retour à la normale, lié effectivement à la vaccination et au nombre de vaccins qui ont été distribués depuis le début de l'année dans le monde, ainsi que l'incidence que cela peut avoir sur l'inflation et sur les actifs financiers. Évidemment, depuis que les vaccins ont débuté, il y a une certaine hétérogénéité entre les différents pays, d'un côté les pays développés et de l'autre côté les pays en développement. Mais il y a également au sein même des pays développés une certaine différence d'objectifs. Et si l'on regarde ce graphique qui relate le nombre de vaccins qui ont été distribués depuis le début de l'année, soit qui ont atteint un niveau de 1,1 milliard de doses administrées, comme on peut le voir ici. Évidemment, on se rend compte que par rapport à la population mondiale et que pour la majeure partie des vaccins, il faut une double dose. On voit bien que pour le moment, il y a encore une infime partie de la population qui en a accès. Certains pays ont décidé d'être particulièrement plus dynamiques dans la vaccination, et on pense notamment aux États-Unis, mais aussi à Israël et le Royaume-Uni, alors qu'à l'inverse, on voit effectivement un certain ralentissement ou un certain manque de dynamisme, notamment sur certains pays asiatiques, mais aussi les pays en développement et bien évidemment l'Europe. Si maintenant on se pose la question du retour à la normale, liée effectivement à cette vaccination, à cette campagne de vaccination, on pourrait s'attendre effectivement à ce que ce retour à la normale arrive relativement rapidement. On s'attend au mois de juillet pour les États-Unis et le Royaume-Uni. C'est aussi un objectif pieux de la part des Européens qui aujourd'hui sont quand même à un niveau de vaccination proche de 10%, ce qui est quand même relativement faible quand on compare aux 60% qu'ont atteint Israël. Mais c'est surtout qu'à partir de là, ce retour à la normale va avoir une incidence sur l'économie elle-même et notamment au travers de l'inflation. Si on projette effectivement un autre graphique, qui est le graphique de projection d'inflation à venir au cours des prochaines années, où là, effectivement, on a l'anticipation de l'inflation à 5 ans, cette ligne, cette trajectoire qui est fortement haussière, qui commence ici en mai 2020 et qui se termine à fin avril 2021. Et la question qu'on peut se poser, c'est quelle va être l'incidence que cela peut avoir. Alors tout d'abord, l'inflation, la question qu'il faut qu'on réponde en premier, c'est est-ce que l'inflation va être de courte durée, transitoire, comme l'imagine la Réserve fédérale américaine, ou est-ce que c'est plutôt une inflation qui va être amenée à durer? Alors, si on sort de l'inflation est dans deux parties. Une première partie est une partie purement inflation de l'offre, c'est-à-dire l'évolution des prix des matières premières, l'évolution de certaines bases, de matériaux de base, qui font qu'effectivement l'intégralité de la chaîne des prix et de la production augmente. Ça, c'est ce qu'on appelle l'inflation par l'offre, et c'est aussi une inflation que l'on connaît, puisqu'on a connu l'année dernière des niveaux d'effet de base extrêmement bas, notamment sur le marché pétrolier, qui ont quand même connu des prix négatifs, même si ce n'est que technique. Cet effet de base est aussi cumulé à une inflation par la demande, qui est liée, celle-ci, au fait que, d'une part, pendant une période de temps donnée, c'est-à-dire pendant l'année qui s'est écoulée, un certain nombre d'agents économiques ont épargné, et que cette épargne peut être utilisée pour être dépensée. Donc ça, c'est effectivement la situation que l'on connaît aujourd'hui et qui va très probablement se multiplier plus les économies vont se réouvrir. Et puis de l'autre côté, on a aussi le fait que la majeure partie des politiques budgétaires et politiques monétaires ont été très accommodantes, offrant par là même un surplus de revenus qui peut être distribué et dépensé, et donc avec ses effets inflationnistes. Deuxième trimestre, on a un potentiel de hausse de l'inflation qui va être assez remarquable, notamment sur les pays les plus avancés dans le cycle économique, comme les États-Unis et la Chine. Ce cycle-là peut être relativement contenu, puisque plus nous allons aller dans la digitalisation et donc utiliser de la technologie, plus on va avoir effectivement un effet déflationniste, puisqu'on va avoir une amélioration des marges, une amélioration de la productivité, une amélioration de la production, etc. Et donc une baisse au final des prix. Et donc la technologie est elle-même déflationniste dans son essence. Le seul moyen pour qu'effectivement l'inflation puisse être de plus long terme en progression, ce serait effectivement qu'on se retrouve
avec une relocalisation, c'est-à-dire que les sociétés qui sont implémentées dans d'autres pays décident de revenir dans leur pays d'origine pour reproposer les produits et produire les produits au sein même du territoire national. Ce qui, dans l'absolu, serait long et coûteux et probablement ne se mettrait pas en place, qui a plutôt tendance à valoriser ou valider l'idée qui est défendue par la Fed d'une inflation qui serait somme toute transitoire, avec un retour quasiment à la normale sur le 3e et 4e trimestre. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il est bon de regarder en termes d'actifs financiers si l'on suppose effectivement un pic d'inflation au 3e trimestre et un retour à une certaine normalité sur le 3e et 4e trimestre, qui va permettre effectivement au marché de s'ajuster et peut-être offrir de nouvelles opportunités avec lesquelles nous pourrons discuter avec vous sur les marchés financiers, que ce soit sur le marché américain ou les autres marchés internationaux. Je vous remercie d'avoir écouté cette première newsletter et à très bientôt.